Chaque année, sur Internet, plus de 10 milliards de vidéos sont regardées par les utilisateurs du monde entier. Et parmi toutes ces vidéos, les bandes annonces de films se situent sur la 3e marche du podium des catégories les plus regardées, juste après les informations et les contenus de créateurs. Franchement, je suis sûr aussi que dedans il y a le porno, mais dans les chiffres que j'ai trouvés, c'est pas marqué. Already. Guide us. A-holes. What kind of feeling? I'm high on believing. Qu'on les regarde ou pas, qu'on les apprécie ou non, les bandes annonces sont aujourd'hui quelque chose qu'il est difficile d'ignorer. Elles sont le principal argument promotionnel d'un film et, pour la plupart des spectateurs, la raison qu'ils vont voir tel ou tel film. Mais les bandes annonces ont également une particularité bien particulière. Il est dit qu'un film est écrit 3 fois. Une fois à l'écriture, une fois au tournage et une fois au montage. Et ça, peu importe que votre film soit une fiction, un documentaire, un clip ou encore une pub. C'est ce qui rend différent les bandes annonces des autres films. Une bande-annonce, c'est la réutilisation d'images et de sons d'un produit finalisé pour en faire quelque chose d'autre, quelque chose qui n'était pas prévu. De ce fait, en se dispensant de l'étape de tournage, le scénario d'une bande-annonce s'écrit sur la timeline de votre logiciel de montage, en même temps qu'elle se monte. Bref, vous l'aurez compris, les bandes-annonces sont des objets à part, et la manière dont elles ont évolué au fil du temps nous montre le chemin parcouru jusqu'aujourd'hui. Mais justement, revenons au début. Et plus précisément, le 1er novembre 1895. 2 Allemands, les frères Max et Eugen Skladanowski, se rendent au Wintergarten Theater de Berlin pour y projeter un film de leur conception à l'aide d'une invention qu'ils ont mise au point, le bioscope. Un appareil optique servant à reproduire le mouvement en diffusant une série de photos animées mues par une vis sans fin. Cette projection est la première projection publique et payante du cinéma, coiffant au passage au poteau celle des frères Lumière qui a eu lieu le 28 décembre de la même année à Paris, soit presque 2 mois après. Dans les dents. Étant donné que les projections n'étaient constituées que de très courts clips, quand ils n'étaient pas uniques, il fallait remplir les temps morts. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'espace libre et qu'on veut se faire un peu de blé? Eh ouais, de la pub. Déjà. Jouées par des acteurs, elles entrecoupaient les différents clips. En 1897 vient la première publicité filmée pour la marque de cigarettes Amiral, qui se propose de résoudre tous les conflits raciaux en tirant une latte. Au début des années 1900, les premières salles permanentes font leur apparition. Loin des multiplex d'aujourd'hui, il n'y avait alors qu'un seul écran sur lequel était projeté une série de petits films et cartoons qui tournaient en boucle, avec bien évidemment encore de la pub. Les spectateurs venaient, payaient l'entrée et allaient s'asseoir en salle aussi longtemps qu'ils le souhaitaient. Quel rythme, quelle finesse, quel génie! 1913, l'année que de nombreux historiens estiment comme étant l'année zéro des films annonces, et cela sous l'influence de 2 hommes. À Chicago, William Selig, un des pionniers du cinéma américain, était en train de se prendre la tête pour trouver un moyen de faire revenir les spectateurs en salle. Il remarque alors la popularité des serials de l'époque imprimés sur les journaux, ces petites histoires dont la suite nous est racontée au numéro suivant. Il se dit que l'idée n'est pas conne du tout, et approche le Chicago Tribune pour adapter l'un de ses serials, The Adventures of Kathleen, un serial en 13 parties dont les épisodes étaient projetés après le film principal. En réalité, The Adventures of Kathleen n'était pas le premier serial créé, mais le second. Il va cependant introduire un tout nouvel outil scénaristique à l'origine à but commercial, le cliffhanger. La fin d'un épisode, terminée volontairement sur un moment de tension, entraînait invariablement dans sa continuité un bloc d'images de l'épisode suivant, accompagné de cartons, pour inviter les spectateurs à revenir découvrir la suite de l'histoire. Comme par exemple, à la fin de l'un des segments où Kathleen se voit être jetée dans la tanière d'un lion, à la suite de quoi un carton pose la question « S'échappe-t-elle de la fosse du lion ?» Découvrez-le dans le chapitre de la semaine prochaine. À peu près au même moment, à New York, un homme d'affaires du nom de Marcus Lowe engage comme responsable de la publicité pour sa chaîne de théâtre un certain Neil Grandlund. En novembre 1913, Grandlund crée et tourne une publicité pour la comédie musicale The Pleasure Seekers, qui était jouée au Winter Garden de New York. Dès 1914, Grandlund se verra offrir l'opportunité de travailler pour Charlie Chaplin, dont il fera la publicité de plusieurs de ses films. La révolution du marketing cinématographique
est en marche. Vous avez peut-être remarqué, je ne parle pas de trailer. Eh bien c'est parce que ce terme ne désigne pas encore ces publicités de films. Ce n'est qu'en 1917, dans un article du New York Times dédié justement à l'utilisation grandissante de ces publicités, que ce terme apparaît pour la première fois. L'article faisait référence à l'envoi massif de bobines de clips publicitaires, destinés à se substituer ou compléter la présence des céréales, à tous les cinémas des États-Unis. Ces bobines avaient l'obligation d'être attachées après la bobine du film principal et étaient projetées dans la continuité du dit film. Et c'est précisément de là que vient le terme trailer qui existe encore de nos jours. En anglais, la traduction littérale de trailer est remorque, quelque chose qui est entraîné par. Ce qui nous ramène à Kathleen et ses aventures dont les cartons étaient entraînés par la fin de l'épisode. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'un trailer désigne les clips publicitaires de films présents sur cette bobine remorque. Ce n'est que dans les années 30 que les trailers furent diffusés avant le film, car les exploitants de salles s'étaient rendus compte qu'avec le temps, les spectateurs n'en avaient plus rien à foutre et se barraient après la fin du film. Et ça, c'est l'anecdote qui vous permet de vous la péter en soirée de cinéphile. C'est cadeau. D'ailleurs, la promotion et la distribution d'un film étaient pour les studios, à l'époque, un vrai challenge. Entre les affiches et les trailers à concevoir et à déployer sur tout le territoire américain, la difficulté logistique représentait un véritable cauchemar. C'est pour cette raison qu'Herman Robbins, un entrepreneur new-yorkais, comprit bien vite qu'il y avait là une manne financière encore inexploitée. Il commença alors, sans l'accord préalable des studios, à prendre des films, à les éditer en y ajoutant des cartons de texte et de titres, et à vendre le résultat directement en salle de cinéma. Au lieu de poursuivre Robbins, les studios saoulés par cette tâche ont commencé à lui envoyer des films pour qu'il en confectionne des trailers. Et c'est ainsi que, en 1920, Robbins créa la NSS, la National Screen Service, qui monopolisa le marché de la création des trailers pendant presque 40 ans. Mais durant cette période, une révolution technologique va changer quelque peu la donne. Le son. En 1927 sort Le Chanteur de Jazz, qui est le premier long métrage parlant de l'histoire du cinéma. Même si techniquement, on n'y parle pas beaucoup en fait. Cependant, son trailer, lui, profite pleinement de cet apport. D'une durée de 7 minutes, le trailer est introduit par la présentation sur scène d'un homme louant les mérites de ce métrage d'un genre nouveau. Ladies and gentlemen, I am privileged to say a few words to you in this most modern and novel manner. Privileged because it's the first living Vitaphone announcement ever made announcing the coming of one of the year's outstanding pictures. S'ensuit un petit reportage commenté oralement sur la première du film, ainsi que quelques passages du métrage. And there's Lou Cody. Pour les studios, le son offrait de nouvelles possibilités de vendre leurs films. Prenons par exemple le trailer Un chant de Noël de 1938, l'adaptation du livre de Charles Dickens. Assis au coin du feu dans un fauteuil molletonné de Shakespeare Center, pipe dans une main et livre dans l'autre, l'acteur Lionel Barrymore nous pitche le film face caméra alors qu'il ne jouait même pas dedans. Hello, ladies and gentlemen. Well, I've been assigned one of the most pleasant tasks I've ever known. I'm going to introduce to you a character I've loved for many years. Mercator, raconte-nous une histoire. Mais dans la forme, les trailers de cette époque-là s'apparentaient plus aux teasers d'aujourd'hui qu'aux bandes annonces actuelles. Dans l'épisode dédié au trailer de sa série Frame by Frame, Wheeler Winston Dixon, professeur à l'université du Nebraska, résume ça plutôt bien. Il dit, en substance, que dans les années 30 et 40, les trailers essayaient d'en dire le moins possible sur le film en lui-même. Ils montraient le cast, les effets spéciaux et ce que le film avait de plus attirant à offrir. Il ne donnait aux spectateurs qu'un très léger et appétissant aperçu du film plutôt qu'une narration complète. Et la NSS s'était fait une spécialité de ce genre de trailer. Ceci étant dit, il ne faut pas se leurrer non plus. Croulant sous les demandes, la NSS fonctionnait comme une usine et il fallait bien simplifier la création de ces trailers afin d'augmenter la production. Ils utilisaient pour cela un template, une structure de base qu'ils pouvaient appliquer à tous les films qu'ils recevaient. La recette était simple. Premièrement, des cartons accrocheurs, deuxièmement, une narration simplifiée du synopsis du film en voix off, Many, many miles east of nowhere lies the amazing land of Oz. troisièmement, une ou plusieurs musiques reflétant l'ambiance et les éléments du film. More dangers, more death Danger, ever known before was in that room. And suddenly, amour, et tant d'autres. Et enfin, un montage d'images avec quelques punchlines aidant à définir les personnages.
L'exemple le plus probant est sans conteste le trailer du chef-d'œuvre Casablanca de 1942. Casablanca, city of hope and despair, located in French Morocco in North Africa. The meeting place of adventurers, fugitives, criminals, refugees lured into this danger-swept oasis by the hope of escape to the Americas. But they're all trapped, for there is no escape. Against this fascinating background is woven the story of an imperishable love and the enthralling saga of 6 desperate people, each in Casablanca to keep an appointment with destiny. I was willing to shoot Captain Reno, and I'm willing to shoot you. All right, Major, you asked for it. You knew how much I loved you, how much I still love you. Mais le monopole de la NSS allait arriver à son terme. Dans les années 50, le cinéma se prend un violent coup dans les dents. Le climat d'après-guerre pousse les gens à quitter les villes afin de se réfugier en banlieue pour copuler et élever une pelletée de mômes. Mais autre chose va envoyer le cinéma dans les cordes. La démocratisation de la télévision dans les foyers. Plus propice à leur diffusion, les serials arrivent en masse sur la télévision, abandonnant peu à peu les cinémas, qui se voient désertés. Les choses vont mal pour l'industrie, et il vient alors l'heure de se friter la gueule pour faire le grand ménage. La NSS est accusée de monopoliser le marché du marketing de films et de conspirer contre ceux qui se dressent sur son chemin. En 1955, la NSS est assignée en justice et durant son procès, elle perd les droits d'exclusivité qui la liaient au studio, ouvrant ainsi la porte à ses concurrents. Au-delà de la chute de la NSS, il faudra attendre les années 60 pour voir une vraie révolution formelle des trailers. Et pourquoi ? Eh bien grâce à des réalisateurs stars autant impliqués dans la confection de leurs films que dans la manière de le vendre aux spectateurs. L'un de ces réalisateurs n'est autre que l'immense Alfred Hitchcock qui, en 1960, non content de sortir un des chefs-d'œuvre majeurs du 7e art avec un film qui allait chambouler les règles scénaristiques de l'époque, allait aussi révolutionner le monde du trailer avec le film-annonce de celui-ci. Psychose. Dans ce trailer d'une durée de 6 minutes 30, Alfred Hitchcock s'adresse directement au spectateur et nous fait visiter le lieu de tournage du film comme si l'histoire était bien réelle, tout ça avec une pointe d'humour qui lui est propre. Good afternoon. Here we have a quiet little motel. In that window on the second floor, the single one in front, that's where the woman was first seen. Let's go inside. Hitchcock savait parfaitement jouer sur les attentes des spectateurs et maîtrisait à merveille l'art du teasing comme le montre ce passage. And, oh, by the way, this picture has great significance because, let's go along to cabin number 1. I want to show you something there. Bien évidemment, si vous avez vu le film, il est inutile de vous dire à quoi il fait allusion. Et si vous ne l'avez pas vu, derrière le tableau, il y a un trou pour espionner la chambre d'à côté. Et puisque l'on parle de réalisateurs décisifs, comment ne pourrait-on pas mentionner Stanley Kubrick ? Au-delà du boss cinématographique qu'il était, Stanley Kubrick a été aussi l'un de ceux qui a redéfini le trailer et qui l'a érigé au rang d'objet artistique à part entière. Visionnaire, il avait déjà sorti un trailer en 1962 pour son film Lolita, qui dénotait terriblement avec les standards de la NSS. Le clip est une sorte de découpage grossier, animé dynamiquement, avec pour seule et unique question: comment ont-ils osé faire un film sur Lolita ? Lolita! Lolita. Lolita! How did they ever make a movie of Lolita? How did they ever... A movie of... How did they ever... Mais c'est en 1964, pour son Docteur Folamour, qu'il va sortir le trailer le plus couillu vu jusque-là, surtout pour l'époque, mais qui reste encore, à ce jour, l'un des meilleurs jamais conçus.
Oh. Base. 10 females to each male. Coca-Cola machine. Fluids. The Doomsday Machine. Blaster! Where's my shorts? Where's the bathroom? Buck, should I get it? On the hotline. Dr. Strangelove. Or How I Learned to Stop Worrying and Love the bomb. A moving picture. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis où les codes du trailer changent. En France, nous sommes en pleine nouvelle vague. Le fond et la forme des films changent, expérimentant plus, tout en étant plus à l'écoute du monde qui l'entoure. Les réalisateurs de la nouvelle vague sont tout autant décisifs et visionnaires que ne l'étaient Hitchcock et Kubrick. En 1960, pour la bande-annonce de À bout de souffle, Jean-Luc Godard va faire quelque chose de totalement inédit. Il va retirer la musique, n'inclure aucune narration, et décrire les personnages ou les situations à un moment du film en dehors de tout contexte. Le résultat en sera un ovni hallucinant qui se passe de commentaires. La jolie fille, le vilain garçon, le revolver, le gentil monsieur, la méchante femme. Scénario de François Truffaut. La mort, la petite américaine, le voleur d'auto, le concerto pour clarinette, la police. Supervision de Claude Chabrol. 1975. Après avoir vu le mouvement du nouvel Hollywood faire le déglingage en règle des carcans avec lequel le cinéma avait grandi jusque-là, un film va ouvrir la voie à un nouveau genre de production qui va faire du marketing, et donc des trailers, un élément fondamental dans la réussite des films. Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, dont il est communément admis qu'il est le premier représentant des blockbusters. Avec des budgets de plus en plus considérables investis, les campagnes de promotion se devaient être de plus en plus agressives afin que les studios puissent espérer rentrer dans leurs frais. Et le trailer des Dents de la Mer en est l'illustration parfaite. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. Après une entrée en matière, ma foi fort appétissante et parfaitement exécutée, cette entrée donc, qui se serait suffi elle-même quelques années auparavant, est accompagnée par la totalité de l'arc narratif simplifié du film, à l'exception évidemment de la fin, donnant un trailer s'étirant sur 3 minutes et 21 secondes. Un requin sème la panique sur la plage d'une petite ville le 4 juillet. C'est au shérif local de régler l'affaire. Il fait équipe avec un pêcheur et un scientifique pour lui ratatiner sa face. Il est assez ironique de voir que ce que l'on reproche aux bandes annonces d'aujourd'hui, à savoir montrer quasiment tout le film, a commencé là, et que c'est en partie grâce à ce nouveau marketing plus virulent que Les Dents de la Mer a aussi bien marché. Toujours est-il que cela a changé la manière de concevoir les trailers. Il s'agit maintenant de montrer exactement aux spectateurs en amont du film ce à quoi ils auront le droit. Cette narration presque intégrale du film se fait bien souvent par une voix off, beaucoup plus théâtrale qu'auparavant, qui invite le spectateur à entrer dans l'univers du film via une phrase qui va se retrouver dans un bon millier de trailers par la suite. Et ses variantes. Whoa, feedback.
All right, let's try this. This is the voiceover for a comedian movie trailer. Take one. In a world where laughter was king. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. In a land that... No in a land either. In a time... I don't think so. In a land before time. It's about a comedian, Jack. One man. No. When your life is no longer your own. What does that mean? When everything you know is wrong. That's wrong. In an outpost. No. On the edge of space. There's no space. A girl. No. Two girls. No. Now. No. More than ever. Stop it. A renegade cop. I hate you. A robot renegade cop. You're fired. You're fired. No, you're actually fired. I'm fired. Get out of the booth, Jack. No. I like it in here. L'une des voix off les plus célèbres, surnommée la voix de Dieu, reste celle de Don Lafontaine, qui imprima son timbre sur pas moins de 5000 trailers avant de s'éteindre en 2008. Pour autant, cela n'empêche pas les studios d'essayer de nouvelles manières de vendre leurs films, par exemple en privilégiant la musique et le son plutôt que les dialogues pour faire ressortir l'ambiance et l'univers d'un film. Si quelques trailers se dégagent dans cette veine-là, comme celui du Sorcerer de William Friedkin, pas exempt de dialogue pour autant, aucun ne peut rivaliser avec le trailer qui est considéré encore aujourd'hui comme le meilleur jamais créé, celui d'Alien de Ridley Scott. Le trailer joue ici sur le rythme pour nous faire ressentir une atmosphère de plus en plus stressante et dangereuse. De plus, l'absence totale de dialogue est en parfaite corrélation avec la tagline du film qui veut que, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Pour l'anecdote, le trailer de Prometheus lui rend hommage en s'en inspirant, jusque dans sa typographie. Et je m'arrête ici pour le moment. Je préfère parler des trailers modernes dans un prochain épisode tant il y a de choses à dire. Sur ce, j'espère que vous aurez appris des trucs, et en attendant la suite, n'oubliez pas que quelle que soit la durée d'une bande-annonce, ce n'est pas la longueur qui compte, c'est comment on s'en sert. Stalin, Alan Cobb, Nasser, and for coffee, all